Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 23 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode 23 du 9 février consistait en la mise en des nominations de Lisandre comme première patronne de la maison. Et c'est tout un épisode qu'on a eu droit ce soir. J'ai adoré cet épisode-là. Ça, c'est du Big Brother de très grande qualité. Et c'est sûr que Big Brother, c'est beaucoup plus facile à évaluer sur le long terme que juste épisode par épisode, surtout avec la formule québécoise qui propose 4 épisodes de 20 minutes par semaine. Mais honnêtement, quand on compare à ce qu'on a eu dans certaines saisons récemment aux États-Unis, qui était très déplorable en termes de qualité de gameplay, là on a quelque chose de très intéressant qui s'offre à nous au Québec et c'est vraiment le fun d'avoir ça pour la première saison. Et donc, on va pas plus attendre, on va pas plus tourner autour du pot, on va y aller directement dans le cœur de la vidéo. Donc, l'épisode 23 s'ouvre sur la conversation entre Camille, Claude et Lisandre qui discutent un peu du plan créé par Lisandre pour pouvoir éliminer Manu cette semaine au lieu d'éliminer la cible qui serait comme préférée par l'Alliance des 8, donc Varda. Et on voit que Camille embarque très facilement dans le plan pour sortir Manu. C'est pas surprenant, Camille dit qu'elle veut sortir Manu depuis la semaine 2. Ça me surprend absolument pas. Et donc, ça c'est cool, ça donne un nombre de plus à leur plan, ça solidifie déjà leur plan, probablement qu'ils se doutaient qu'il y avait la participation de Camille, peu importe, mais ça vient quand même le consolider. Si ça c'est pas surprenant, par contre ce qu'on apprend c'est qu'ils veulent utiliser l'influence de Kim et de Camille qui ont sur Kevin pour essayer de le ramener un peu plus de leur bord, parce que comme on voit, on dirait qu'ils commencent à plus s'allier avec les 4 gars, les 3 autres gars en fait de l'Alliance des 8. Ce qu'on apprend c'est que Camille va jusqu'au point de dire écoutez, servez-vous de moi pour, genre je suis prête à draguer et à flirter avec Kevin pour essayer de le ramener de notre bord s'il faut, genre rendu là, je suis prête à le faire. Et je vais sauter tout de suite plus loin dans l'épisode, mais on voit que ça semble avoir duré même pas 24 heures, qu'elle était déjà écœurée d'essayer de flirter avec Kevin, parce que ça marchait juste pas entre les deux à ce niveau-là. Donc j'ai quand même trouvé ça comique, c'était comme vraiment pas dû pour fonctionner ce plan-là. Mais j'apprécie la volonté de Camille de, écoute, elle est prête à faire des moves, on se dirait qu'ils sont strictement pour le jeu, comme elle le dit si bien à la caméra, mais qu'elle est prête à faire des choses comme ça si elle considère que c'est le move à faire pour sa gagne et pour sa game à elle à long terme. Et c'est vrai que pour elle, elle se dit, écoute, ramener Kevin à notre bord, ça nous aide, ça nous donne une majorité. Donc c'est pas fou. Ensuite, on voit un confessionnal de François qui mentionne que Lisandre vient de prouver dans les dernières semaines qu'elle est toute une compétitrice et j'apprécie qu'il soit capable de le remarquer et qu'il soit capable de le mentionner puis d'affirmer publiquement qu'il la trouve vraiment impressionnante. C'est surtout avec les commentaires qu'on a vus hier, je trouvais que ça faisait un peu du bien de sa part de voir des commentaires un peu plus positifs sur d'autres présences dans la maison. Et ce qu'il mentionne, c'est que c'est rendu pas mal évident pour tout le monde que Lisandre et Claude sont comme ça. Ils sont un couple, ils sont indestructibles. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'ils vont devenir extrêmement dangereux plus tard dans la game. Parce que ces deux personnes que tu sais qui vont tout le temps voter ensemble, qui vont tout le temps prendre des décisions communes. Et ce qu'il dit, c'est que la meilleure solution pour séparer un couple comme ça, c'est de les nominer les deux un contre l'autre un moment donné. Et il a tout à fait raison. Comme ça, tu t'assures au moins qu'un des deux parte. Pas nécessairement parte, mais tu t'assures qu'un des deux puisse être sur le bloc lors de la soirée d'élimination. Parce que même s'il y a un veto de gagner, il peut juste sauver une personne. C'est tout à fait vrai, c'est stratégiquement la chose à faire si tu veux te débarrasser d'un couple. C'est sûr que, dans son cas, est-ce qu'il va avoir la possibilité de le faire? Est-ce qu'il va avoir le temps et l'opportunité, c'est ça, pour le faire? C'est ce qui reste à voir. Mais c'est sûr que pour sa game, c'est tout à fait vrai que Lisandre et Claude pourraient devenir un gros obstacle plus tard et que il faudrait peut-être que s'il veut survivre longtemps dans la game, qu'il s'en débarrasse un moment donné de ce couple-là. Puis pour ça, je peux pas le blâmer. La chose que j'ai appris dans cet épisode qui m'a quand même surpris, c'est que Kim est une de celles qui hésite le plus à faire le move pour sortir Manu cette semaine et donc officiellement trahir le groupe des 8. On a appris que cette hésitation-là vient du fait que Kevin et Jean-Thomas, avec qui elle s'entend super bien, puis sont des alliés très proches, lui ont fait un pitch pour essayer de la garder de leur bord de la maison, la garder de leur bord de l'Alliance des 8, et essayer de créer une stratégie à long terme qui inclut justement les gars et Kim. Fait que ce que ça fait, c'est que ça la fait déchirer, parce qu'elle se demande, écoute,
je vois très bien qu'il y a une fraction qui se crée entre les deux clans, et je suis au milieu. Je pensais que c'était Kevin, moi, qui était plus au milieu, mais au final, de ce qu'on apprend petit peu par petit peu, on dirait que c'est quasiment plus Kim qui est au milieu, puis qui, elle, est déchirée, tandis que Kevin, j'ai l'impression qu'il commence de plus en plus à vraiment être du bord des gars. Kim, que je pensais être solide du bord des filles, et de Claude, ben, c'est peut-être plus aussi sûr. Fait que ce que ça fait, ben, c'est que ça la met dans une position assez épineuse, parce que elle va trahir un groupe ou l'autre. Et ça, c'est jamais tant une position agréable à être. Ça peut être une bonne position parce que tu peux choisir laquelle est la meilleure option pour ta game, mais c'est sûr qu'au final, il y a un groupe qui va t'en vouloir. Puis, considérant que c'est le jury, donc les joueurs éliminés qui votent pour les gagnants, ben, trahir des gens comme ça, c'est peut-être pas tout le temps la position la plus agréable. Mais par contre, quand on regarde sa game, entre les gars puis les filles, elle a quasiment une place garantie dans le Final Five, dans les 5 derniers avec les filles, parce que les filles l'incluent dans ce plan-là de se rendre dans les 5 derniers avec Camille, Lisandre, Claude, Kim et une 5e personne qui serait peut-être Kevin, ou sinon, si Kevin est trop du bord des gars, ben c'est un Richardson, un Maxime, c'est quelqu'un qui leur ressemble un peu plus. Dans ma tête à moi, puis c'est sûr que ça peut changer, puis je suis pas dans les souliers de Kim pantoute, mais d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de nombre, il me semble que c'est beaucoup plus logique pour Kim d'aller du côté des filles. Elle a sa place garantie. Les filles, ils veulent pas la backstabber. Tandis que les gars, si elle va rejoindre les gars, selon moi, Kim va être une des premières parties des gars. Parce que les gars sont beaucoup plus solides entre eux qu'ils le sont avec Kim. Selon moi, stratégiquement, ça ferait plus du sens pour elle d'aller du côté des filles. Mais on le sait pas encore. Et c'est là-dessus qu'on s'en va à la cérémonie des nominations, et dans la cérémonie probablement la moins surprenante de la saison à date ou presque, c'est bel et bien Emmanuel et Varda qui sont nominés. J'ai jamais tant entendu que d'autres cibles, que d'autres personnes allaient être nominées que cette semaine, et donc ça me surprend absolument pas que ce soit les deux nominés, et je pense que ça surprenait pas grand monde dans la maison non plus, parce que c'était un peu les rumeurs qui circulaient. Lisandre justifie ses nominations en disant à Varda, écoute, autant que je t'adore d'un point de vue personnel, autant je dois prouver à ma gang que je suis capable de jouer en équipe, puis c'est pour ça que je te nomine. Pour ce qui est d'Emmanuel, Lisandre justifie sa nomination comme étant comme pour dire que, ben écoute, tu m'as nominé la semaine passée, là c'est à moi de te nominer. Puis c'est la couverture parfaite parce que dans l'ensemble des 8, à chaque fois ils ont pris le pattern de nominer un des leurs pour faire le pion à côté de quelqu'un de l'alliance adverse. Ce qui, pour Lisandre, est une couverture parfaite pour mettre Manu sans qu'il se doute que c'est réellement lui la cible. Surtout que Manu est pas le gars le plus perceptif en termes de stratégie à date. C'est parfait. Ça fait en sorte qu'il a une justification pour le nominer qui a pas l'air trop louche. On sait déjà que Varda était comme la cible de l'alliance, fait que ça non plus c'est pas trop louche. Fait que, veux pas, leur plan à date semble fonctionner. Comme j'ai dit un peu plus tôt, on voit un peu Varda jouer la comédie, elle est dans le coup, fait que évidemment, faut qu'elle fasse comme si elle était déçue du fait d'être nominée, mais pas tant surprise, mais déçue, faut qu'elle joue un peu le jeu. Et Manu, lui, mentionne de comprendre sa nomination, de pas être surpris, mais un peu déçu parce qu'il se dit, écoute, j'ai été dans l'action dans toutes les dernières semaines, j'ai envie d'avoir un break. Je pense que j'ai comme mérité un peu un break, j'ai fait ma job pour prouver ma loyauté à l'Alliance. Je peux-tu avoir une petite pause, là, s'il vous plaît? De son point de vue à lui, écoute, il doit être écœuré dans le centre de l'action, c'est stressant, hein, soit dans le pouvoir ou soit dans les nominés. C'est très 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 stressant, fait que c'est sûr que ça y fait des grosses semaines, fait que je peux le comprendre de vouloir un break, mais considérant que c'est lui la cible cette semaine, break, c'était sûr qu'elle allait pas avoir. Un autre truc intéressant qui ressort de ce segment-là avec Manu, c'est que malgré tout, malgré le fait qu'il soit nominé, il se sent quand même protégé par son alliance. Il dit, écoute, tout le monde de l'alliance va me protéger, je pense vraiment pas que je vais partir cette semaine contre Varda. Et donc, ce que ça prouve, c'est que les fractions dans l'alliance des 8 sont peut-être un petit peu moins perceptibles pour certains que d'autres. On dirait bien que Manu se rend pas encore compte du fait que l'alliance des 8 est pratiquement morte et tient à ça à peu près. Fait que lui, il se sent en sécurité, puis c'est un petit peu ce que Lisandre voulait faire paraître dans son discours de nomination. Mais on sait, nous, en tant que téléspectateurs qui ont accès à plus d'informations dans un sens, que c'est faux. Est-ce que c'est ça qui va causer la perte de Manu? Honnêtement, c'est fort probable. Tout peut changer, il peut encore gagner le veto. Fait que ce que je dis là pourrait être démonté dans même pas 24-48 heures. Mais c'est sûr que quand on regarde ce qu'on voit, quand on regarde les informations qu'on a à date,
ça pourrait fort bien être la cause de sa perte. Suite à ça, on voit Claude mentionner que, selon lui, Varda joue pas trop bien son rôle de... Elle joue pas le rôle de la vraie cible comme du monde, si on veut, même si elle est juste un pion, puis on le sait. Ce qui fait en sorte que ça rend leur plan moins subtil, tu sais. Faut que, selon Claude, faut que Varda joue un peu plus comme si, ben écoute, genre, tu m'as nominé, je t'en veux, je suis dans une position pas le fun, je sais que je pars cette semaine, puis être un peu plus fru. Tandis que ce que Varda explique par après, c'est qu'elle, la manière dont elle préfère jouer c'est son rôle de vraie cible, même si c'est pas le cas, c'est de faire comme si elle était juste résignée. Regarde, écoute, c'est ma dernière semaine, je m'en doutais, je suis comme rendu là, j'ai pas envie de chercher de la merde avec personne, j'ai pas envie de me battre plus qu'il faut, là, je suis juste comme écœuré. Ce qui est pas fou, tu sais, je veux dire, on le sait tous que Varda l'a eu rough, on sait tous que Varda se doute qu'elle est probablement la cible, entre gros guillemets, mais comme on voit après ça François dans un confessionnal expliqué, tu sais, selon lui, il se doute que Varda joue la comédie un peu, mais ce qui est quand même assez brillant de tout ce qu'ils ont fait à date, c'est qu'il se rend pas compte que elle joue la comédie parce qu'elle est dans un plan pour que l'alliance des 8 implose. Selon lui, elle fait juste la comédie pour dire comme si elle avait abandonné, mais qu'elle a pas abandonné. Et dans un sens, c'est vrai, elle a pas abandonné, mais je pense juste pas de la manière dont François le pense, et ça pourrait être un peu ce qui va causer la perte des gars s'ils s'en rendent pas compte assez vite. Et je pense qu'il commence à être déjà trop tard. Dans une scène quand même assez cocasse, on voit Lisandre qui dort pendant son appel avec son appel familial d'elle, ce que j'ai trouvé quand même assez cocasse. Je connais pas Lisandre, mais ça me semble être elle tout crachée dans un sens de ce qu'on voit dans la maison. Et elle a quand même pu parler avec son meilleur ami et son chat pendant 5 minutes, c'est déjà ça. Mais disons que c'était assez drôle de l'avoir paniqué parce qu'elle se rendait compte que elle avait manqué une partie de son appel, puis quand l'appel a juste coupé sec parce que le temps était fini, son air bête de comme qu'est-ce qui vient de se passer? Oh non, je suis tellement une douille. C'était quand même assez comique. Donc ça fait comme un petit break, c'est un break comique dans l'épisode. Tout comme la scène de Jean-Thomas au gym qui s'entraîne à peu près comme une tortue tournée sur la carapace. Là. C'était pas très glorieux. Je suis pas tant mieux dans un gym, fait que je peux pas tant le juger. Dans une autre discussion stratégique qui suit, il y a Kevin et François qui discutent sur le balcon en arrière de la maison qui donne sur dehors de la possibilité que Kevin soit un peu comme un espion, un peu une taupe dans le groupe des filles pour les gars. Dans le sens que qu'il fasse comme si il était encore avec les filles pour apprendre qu'est-ce qui se manigance contre les gars. Et c'est pas fou, tu sais, du point de vue des gars, avoir quelqu'un qui est plus avec l'inside du groupe des filles, puis qui peut après ça refiler de l'information aux gars, c'est complètement logique de leur côté d'essayer de mettre une stratégie comme ça. Surtout qu'on sait que les filles veulent essayer de se rapprocher, veulent ramener Kevin de leur bord, fait que ça pourrait être comme la recette parfaite pour que cette espèce de plan d'espionnage-là fonctionne. C'est sûr que le problème, c'est est-ce que les filles vont s'en rendre compte? Est-ce qu'il est peut-être pas déjà trop tard? Et est-ce que les filles vont vraiment essayer finalement de faire un move pour ramener Kevin, ou s'ils vont juste faire de la chenoute, on va trouver d'autres personnes que Kevin pour se rallier à nous? C'est ce qu'on va savoir assez vite. On a vu après ça Kevin dans un confessionnal parler un peu de sa situation dans la game, comme il se sent un peu justement lui aussi entre les gars et les filles, mais il mentionne que tu sais, une des raisons pourquoi il est vraiment pas tant sûr de vouloir s'allier aux filles, c'est qu'il sait que s'il s'allie à elle, c'est le premier qui part. Et c'est probablement très vrai. Donc le fait qu'il soit capable de reconnaître ça explique pourquoi il s'est un peu plus rapproché des gars. Parce que là, la hiérarchie, si on veut, est beaucoup moins claire et précise. Et probablement même qu'il se retrouve un peu plus au-dessus de cette hiérarchie-là. Parce que je pense pas qu'un Jean-Thomas serait prêt à amener un François à la fin. Mais il serait peut-être plus prêt à amener un Kevin. Et donc ça lui permettrait de durer plus longtemps dans ce groupe des gars-là s'ils peuvent se rendre loin dans l'aventure. Et donc c'est pour ça un peu qu'on le voit comme prendre ses distances des filles, parce qu'il sait que s'il y a une fraction, ben il va pas être gagnant s'il se joint avec elle. La scène qui a suivi, c'est pas mal la dernière grosse scène stratégique de l'épisode de ce soir, et c'est la scène où on voit Camille un peu expliquer le fait que, ben écoute, il y a une alliance de 8 dans la maison, puis l'alliance est en train de se scinder en deux, puis t'as juste les trois ex-pénés les trois ex-amours de Richardson, Varda et Maxime qui sont comme obviously
tout le monde le sait. C'est genre l'affaire la moins subtile du monde. Genre, tu nous apprends rien en nous disant ça. J'ai quand même trouvé ça drôle. Farta qui est comme Girl, we know. Moi, il y avait comme une manière de le dire qui était vraiment, vraiment comique. J'étais crampé devant mon écran. Suite à ces discussions-là, ben, on voit qu'ils se rendent un peu compte, toute la gang, que, écoute, si on se rend compte que l'Alliance des 8 est en train de se scinder, pourquoi on n'irait pas chercher l'aide des amours pour se créer une nouvelle majorité et s'attaquer aux gars? Surtout que cette semaine, ils sont dans une position de pouvoir et ils peuvent déjà s'attaquer aux gars. Et c'est ce qu'on voit un peu se produire. On voit que Lisandre rentre et dit, écoute, je pense que c'est vraiment, il faut absolument qu'on sorte les gars, ça marchera pas, sinon on va tout être dans la merde, sinon. Fait que, on voit vraiment, officiellement, la fusion des filles de l'Alliance Condiment et des ex-amours pour créer l'Alliance des Valentins, dans le nom d'alliance le plus bizarre, même si je comprends parce que c'est la Saint-Valentin cette fin de semaine. Mais c'est peut-être pas... Je suis pas sûr si je suis un fan du nom, mais écoute, c'est pas moi qui l'ai créé, donc je vais pas me plaindre, mais c'est... Par contre, autant que j'aime pas tant le nom, autant je trouve que cette fusion-là est le revirement de situation qu'il fallait pour que cette saison-là devienne encore plus intéressante. Ça aurait été... ça donnait l'air, dès la semaine comme 2, 3... que ça allait être une domination de l'Alliance des 8, puis des gars de l'Alliance des 8, puis qu'il allait pas avoir vraiment de contrebalancier à ce pouvoir-là. Ce qui, généralement, ce qui va un petit peu tuer une saison de Big Brother. Ce qui rend Big Brother extrêmement intéressant, selon moi, c'est quand il y a un transfert de pouvoir qui se fait de manière quand même relativement fréquente. Que ce soit qu'il y a deux grosses alliances puis qu'ils s'échangent des positions de pouvoir à semaine en semaine, ou que ce soit que les alliances sont ultra dynamiques et qu'il y a des changements de côté de gauche à droite. C'est là qu'une saison de Big Brother va devenir intéressante. Puis on commençait à dévier de ça au début de la saison, mais là, avec cette fusion-là des filles et de la minorité des amours pour créer une nouvelle majorité qui pourrait ensuite éliminer les gars, ben écoute, c'est l'espèce de genre de dynamisme qui me manquait un peu à cette saison-là à date. Et c'est ça qui va rendre la suite des choses intéressantes, c'est est-ce que ce nouveau groupe majoritaire-là, va fonctionner? Parce qu'on le sait pas encore. Est-ce que Kim va vouloir s'intégrer à ce groupe majoritaire-là? Est-ce que finalement ils vont abandonner l'idée de se ramener Kevin? Parce que anyway, ils ont déjà les nombres avec Maxime, Richardson et Varda, incluant tous ceux qui ont déjà avec Claude, Lisandre, Camille et probablement Kim. T'sais, ils ont déjà les nombres, fait qu'est-ce qu'ils ont besoin de Kevin? Putain! Fait que, honnêtement, il y a beaucoup de questions qui vont suivre avec la formation de cette nouvelle alliance des Valentins-là. Et j'ai très 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 hâte de voir comment ça va impacter la game. Et est-ce que c'est officiellement la fin des gars? Ben c'est peut-être possible. C'est sûr que pour ça, il faut que les membres de l'Alliance des Valentins continuent d'être dans des positions de pouvoir. Dans le sens que si c'est un François, un Jean-Thomas, un Kevin ou un Manu s'il sort pas, mais ça me surprendrait, qui gagne le pouvoir la semaine prochaine, ben écoute, ça se pourrait que ça mette que ça fasse exploser leur plan. Mais pour l'instant, et on va s'accrocher à ça pour le moment, ben ça semble être une nouvelle ère qui s'ouvre pour la saison de Big Brother et j'ai bien hâte de voir comment les Valentins vont approcher le reste de la saison et le reste de la semaine. Et c'est pas mal ce qui va conclure l'épisode de ce soir. J'ai vraiment aimé cet épisode-là. J'ai aimé aussi à la fin quand on voit Maxime dire, écoute, on pensait qu'on était mort, on pensait qu'on n'avait plus d'espoir puis que c'était nos 3 dernières semaines et pouf! En même pas 24 heures, on fait partie d'une nouvelle majorité, puis on pourrait se rendre beaucoup plus loin dans l'aventure qu'on le pensait. Et c'est ça la beauté de Big Brother, c'est ça qui me donne envie de faire ces vidéos-là à tous les jours, puis d'en parler, puis d'analyser Big Brother. C'est ça qui me donne envie d'aller participer à Big Brother si jamais ils font une édition, s'ils font une édition avec du monde ordinaire. C'est ça la beauté de la game, puis je suis content de voir que la saison qu'on a au Québec, sans être parfaite, est dans ce que je considère être une bonne saison à date. Et il y a tellement de choses qui auraient pu ne pas marcher, mais qui finalement fonctionnent, que moi je peux juste être heureux. Et c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, ben on a le podcast. Et tous les liens sont dans la description en bas.
Et donc là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Prenez soin de vous. Restez chez vous. À la prochaine.